Septembre 1944 à Lyon. Une femme descend d'un train, il faut l'imaginer très élégante cette femme, avec un style un peu androgyne, de jolies bouclettes brunes. Elle s'appelle Antoinette Saxe, elle a 47 ans. Elle est juive. Elle a été obligée de quitter la France pour fuir la Gestapo. Elle est partie plus de 18 mois plus tôt, à l'été 1943, après avoir échappé de peu à l'arrestation et à la déportation. Elle a pu s'exiler en Suisse, à Genève, grâce à des papiers qui lui ont été fournis par une amie, et elle a retrouvé là sa sœur, Suzanne, qui est la concubine, Suzanne, du colonel Groussard. Le colonel Groussard fait partie de l'entourage du maréchal Pétain. Ça fait donc 16 mois, voilà exactement, qu'Antoinette Saxe n'a pas remis les pieds en France. Elle marche dans Lyon. Il faut imaginer ce que peut être Lyon, à ce moment de la libération. On est en septembre 44. Les stigmates des combats qui ont libéré la ville une douzaine de jours plus tôt sont là, avec des impacts de balles, des bâtiments endommagés, des carcasses de voitures carbonisées. Antoinette Saxe marche, mais elle ne déambule pas sans raison. Elle se rend à la préfecture. Là encore, le bâtiment est endommagé, l'intérieur est en plein désordre. Il faut imaginer l'activité de ruche de cette préfecture en ces périodes pour le moins troublées. Nombreux sont celles et ceux qui cherchent des proches disparus, bien entendu. On essaie de se renseigner. C'est exactement ce que fait Antoinette. Elle cherche un ami dont elle n'a pas de nouvelles depuis 1 an et demi. Elle sait simplement qu'il a été arrêté. Il se prénomme Jean Moulin. Antoinette Saxe et Jean Moulin, en vérité, se connaissaient depuis 8 ans. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois en novembre 1936, à Paris, au cours d'un dîner. Novembre 1936, on est en plein front populaire. La gauche est au pouvoir depuis quelques mois. Ce dîner, ça fait partie de ces espèces de grands dîners un peu officiels, est un ennui profond. Jean Moulin est le directeur de cabinet du ministre de l'Air de l'époque, Pierre Cot. Il parle de la guerre d'Espagne qui oppose franquistes et républicains de l'autre côté des Pyrénées. Il parle du soutien militaire que pourrait apporter la France aux républicains. Mais au cours de la soirée, Antoinette Saxe, alors là, puisque nous sommes en 1936, elle n'a que 39 ans, Antoinette a remarqué ce jeune homme, puisqu'il a 2 ans de moins qu'elle. Il a 37 ans, lui, et on peut dire que tout les oppose. Antoinette est née Antoinette Esther Cohn. Elle a grandi dans une famille parisienne très aisée, une de ces grandes familles juives, vous savez, de l'entre-deux-guerres. On peut dire qu'elle fait partie d'un mouvement très très libre. Elle est divorcée d'un négociant, Raymond Saxe, dont elle a gardé donc le patronyme. Elle est artiste peintre. C'est quelqu'un de très moderne d'une certaine manière. Elle est la représentation de cette espèce de femme des années folles d'une certaine manière. Elle est élégante. Elle habite un bel appartement du 7e arrondissement. Elle connaît le tout Paris. Elle se retrouve dans les salons à la mode, sur les plages huppées de Biarritz ou sur les planches de Deauville. Et il faut dire qu'elle a du succès parce qu'elle a une vivacité d'esprit tout à fait remarquable, une aisance, une voix chaude. Tout ça plaît beaucoup aux hommes, évidemment. Elle fait un peu penser, avec un léger anachronisme, à ces héroïnes de Françoise Sagan. Vous savez, ces héroïnes de la bourgeoisie un peu émancipées, comme ça. Jean Moulin, lui, vient d'une famille provinciale du sud de la France. Son père est prof de lettres classiques et d'histoire. Sa mère est femme au foyer, tout simplement. On a déjà vu tout ça, si je puis dire, dans les précédents ouvrages de Pierre Péan. Jean Moulin a d'abord été sous-préfet. Il a fait cette carrière dans la préfectorale. Il faut imaginer une sorte de dandy, lui aussi. Pas tellement l'image, d'ailleurs, qu'on a pu s'en faire depuis. Il est assez introverti. Il va donc devenir l'un des proches collaborateurs de ce fameux Pierre Cot, qui n'est pas n'importe qui est une grande figure politique de l'époque, qui est ministre de l'Air, qui gère énormément d'affaires, notamment, bien sûr, pour le Front populaire. Antoinette Saxe et Jean Moulin ont 3 points communs, disons-le. La politique, vous l'aurez compris, Antoinette est fascinée par les hommes de pouvoir et elle a senti sans doute que Jean était en passe de devenir un homme de pouvoir, il avait tout pour. Les convictions, ils sont tous les deux de gauche dans cette période où être de gauche est bien perçu. Et puis la peinture, ne l'oublions pas. Antoinette est une artiste peintre, je vous l'ai dit. Quant à Jean Moulin, qui s'est initié au dessin et à la peinture dans sa jeunesse, il collectionne les meubles anciens, il collectionne les toiles, notamment les toiles d'artistes contemporains. Ça fait de beaux sujets de discussion.
Alors, le dîner en ce mois de novembre 36 est terminé. Jean Moulin raccompagne Antoinette chez elle. Il y a sans doute eu des petites tentatives là à ce moment-là, mais elle coupe court parce qu'elle vit à l'époque avec Paul Géraldy, qui est un écrivain à succès. On parle plus du tout, tiens d'ailleurs, de Paul Géraldy aujourd'hui. Ça me donnerait presque envie de lui consacrer une émission. Les deux amis se revoient régulièrement, de plus en plus souvent, avec cette relation qui forcément est très ambiguë, qui est amicale, ça on l'a compris, mais qui pourrait devenir et qui devient amoureuse. Ils ne savent pas encore qu'ensemble, ils vont traverser des années très difficiles et que le fait d'être ensemble va colorer pour eux fortement ces années-là. Un extrait de la bande originale du film L'Armée des Ombres, à l'instant sur Europe 1, un film réalisé par Jean-Pierre Melville, avec entre autres Lino Ventura et Simone Signoret. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes sur les traces, grâce à vous Franck Ferrand, de Jean Moulin, mais pas que. Jean Moulin et Antoinette Saxe, un couple qui va traverser des années bien difficiles. Oui, nous sommes justement au moment de l'offensive allemande. On va faire un petit saut dans le temps. On est en mai-juin 40. Le dimanche 9 juin, l'armée allemande est aux portes de Paris. Et vous savez que le gouvernement va à ce moment-là faire cette espèce de pré-exode d'une certaine manière. Le gouvernement va aller s'installer à Bordeaux. À l'aube de ce 9 juin, Jean Moulin téléphone à Antoinette et il lui demande de venir le rejoindre. Le rejoindre où ? À Chartres, puisqu'il se trouve être préfet de Réloir. Jean Moulin est le préfet de Chartres, si je puis dire. Antoinette Saxe, qui d'ailleurs a changé d'identité, elle s'appelle désormais Jacqueline Dunant, va venir, donc elle arrive à Chartres et elle trouve Jean complètement changé. Il a la mine grave, il a les traits tirés, on peut dire qu'il n'a plus rien de cette espèce de séducteur assez léger qui, quelques années plus tôt, l'avait tant séduite. Il affirme qu'il doit récupérer des documents qui ne doivent absolument pas tomber entre les mains de l'ennemi et qu'il faut partir au plus vite de Chartres avant l'arrivée des Allemands. Donc les documents en question sont récupérés dans la journée. Moulin charge Antoinette de mettre tous ses papiers, les siens et ceux du ministre de l'Air, en lieu sûr. Il a fait établir un ordre de mission parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que les véhicules qui sont mandatés par la Croix-Rouge sont encore autorisés à circuler et donc Antoinette va se rendre dans un premier temps dans le Loir-et-Cher et puis de là elle filera jusqu'à Mâcon. Et le 17 juin 1940, aux premières heures du jour, le préfet de Réloir, Jean Moulin, accueille donc les forces d'occupation. Voilà sa proclamation. La fortune des armes vous amène en vainqueur dans notre ville. Nous nous inclinons devant la loi de la guerre et je puis vous affirmer que l'ordre ne sera point troublé si de votre côté vous nous donnez l'assurance que vos troupes respecteront la population civile et spécialement les femmes et les enfants. Ça peut passer pour un texte neutre, ça ne l'est pas. Si vous lisez un peu entre les lignes, il y a quasiment déjà un défi dans ces termes-là. Les Allemands sont donc maintenant chez eux, si je puis dire. Un général allemand convoque le préfet dans son bureau et il va lui demander de signer un protocole, entre guillemets, protocole qui précise, qui relate que dans un hameau, des femmes et des enfants ont été violés et tués par des soldats noirs. Le but, c'est de permettre à des soldats allemands de se dédouaner de ce qui s'est passé en faisant endosser un massacre qu'elles ont commis, ces troupes allemandes, le faire endosser à des tirailleurs sénégalais. Évidemment, ça va totalement, ça marche contre l'éthique, contre la rigueur morale de Jean Moulin, qui refuse. Et on va le secouer, et on va le molester. Dès lors, nous dit Pierre Péan, Moulin se mura dans le silence. Pendant des heures, il fut obligé de rester debout dans le bureau, immobile malgré la douleur. On le conduisit ensuite sur les lieux pour qu'il juge sur pièce. C'était une vision d'horreur qui s'offrait à ses yeux. Bientôt, pour le confronter de plus près, un officier allemand l'obligea à se coucher sur un tronc humain qui avait été une femme. Le contact froid et gluant du corps mutilé lui glaça le sang jusqu'aux os. Voyez à quelles extrémités on conduit ce préfet qui est jeté en prison et au matin du lendemain, 18 juin, entre parenthèses, on est bien, ne nous y trompons pas, on est bien le fameux 18 juin 1940, un soldat allemand découvre Jean Moulin dans sa cellule couvert de sang. En fait, il a tenté de se trancher la gorge.
On peut dire que c'est en quelque sorte son premier acte de résistance. Il est grièvement blessé. Il va néanmoins se rétablir assez vite, mais il gardera toujours la trace de la cicatrice, et c'est ça qu'il camoufle par une écharpe. Vous savez qu'on a toujours cette représentation, cette image de Jean Moulin portant une écharpe. Le préfet réintègre ses fonctions quelques jours plus tard, et pendant ce temps, comme prévu, Antoinette a eu le temps de détruire tous les documents les plus compromettants. Ce qui d'ailleurs pose un problème, mais nous y reviendrons tout à l'heure avec Pierre Péan, bien sûr. Le 2 novembre 1940, Jean Moulin est finalement révoqué de ses fonctions de préfet. Il va charger deux hommes, deux proches, Pierre Meunier et Robert Chambéron, d'un travail de prospection en zone occupée, alors que lui va se charger de la zone sud. Il est vraiment maintenant entré en résistance. On est très tôt dans la période de la guerre. Vous voyez qu'on n'est qu'en novembre 1940. Le préfet Jean Moulin n'est plus. Il part quelques jours plus tard de Chartres par le train, en simple citoyen, et il arrive à Saint-Andéol, dans les Bouches-du-Rhône, chez ses parents. Je ne sais plus si je vous ai dit tout à l'heure qu'il était originaire justement de ce sud, de ce midi, cette Provence. Il est maintenant un résistant, il faut le dire. Et lorsqu'il revoit Antoinette sur la route de Sainte-Maxime, on est là en décembre 40, il ne l'a pas revue depuis l'été, bien entendu. Ils se sont échangés quelques cartes postales, mais des cartes qui sont passées par la censure, bien entendu. À ce moment-là, Antoinette habite Beauvallon, dans le Var, dans la villa de son ami Paul Géraldy, dont je vous parlais tout à l'heure. Jean Moulin ne sait pas vraiment quelle attitude adopter à cette époque. On est vraiment au pire moment, on est dans l'obscurité même de cette occupation qui commence. Est-ce qu'il doit partir pour New York, où l'attend son ancien ministre Pierre Cotte, ou est-ce qu'il doit aller à Londres, rejoindre directement le général de Gaulle? Il va commencer par changer d'apparence. C'est fini le dandy, là. Maintenant, il se laisse pousser, si je puis dire, une grosse moustache. Il porte un feutre gris, toujours très enfoncé sur le crâne, des lunettes, un par-dessus suffisamment élimé pour qu'on ne le remarque pas. Il a obtenu entre-temps des faux papiers. Il s'appelle Joseph Mercier maintenant. Il est censé être né à Péronne, ce qui va peut-être un peu difficile à faire croire, le 20 juillet 1896. Il est réputé être célibataire et professeur de français. Antoinette, ou plutôt Jacqueline Dunant, on devrait l'appeler comme ça maintenant, devient porteuse de valises. Elle a toujours sur elle le même tailleur, un peu cossu certes, mais un peu fatigué. Le but, vous l'aurez bien compris pour tous ces résistants de la première heure, c'est de ne pas se faire remarquer le moins possible. C'est de devenir cette fameuse armée des ombres dont vous citiez tout à l'heure le titre du beau film. L'un et l'autre, Antoinette et Jean, pendant 2 ans et demi, vont voir leur destin noué dans la résistance. Au cours de ces 2 ans, ils vont devoir surmonter un nombre incroyable d'obstacles et de moments très difficiles. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Dans l'histoire, il y a bien sûr Jean Moulin, mais il était accompagné d'Antoinette Saxe. Vous nous en parlez de ce couple, Franck Ferrand, cet après-midi. Un couple qui s'est noué en plein cœur de la résistance. Et oui, alors je vous parlais pour commencer cette émission de cette arrivée d'Antoinette Saxe à Lyon le 15 septembre 1944. Au moment où elle rentre de Suisse, elle ne sait pas encore que Jean Moulin est mort. Évidemment, son enquête sera assez vite menée et elle ne tarde pas à apprendre que Jean n'est plus de ce monde. Elle pense sans doute à ce moment-là à ce qui s'était passé quelques temps plus tôt, 18 mois plus tôt, 16 mois plus tôt, le 7 avril 1943, dans cette même ville de Lyon. Il faut vous dire que en 1943, Jean Moulin n'est plus seulement un résistant parmi d'autres, il est devenu le chef de la résistance. Il a rencontré le général de Gaulle à Londres et en dépit d'une opposition farouche des chefs des 3 grands mouvements, Libération, Combat, Francs-Tireurs, les mouvements unis de résistance ont vu le jour, ce qui va devenir dans quelques mois le Conseil national de la résistance. Pour Antoinette, il y a eu également beaucoup de choses pendant ces 2 ans et quelques. Elle s'est fait délivrer, tenez-vous bien, un certificat de non-appartenance à la race juive à partir d'un certificat de baptême. Elle et sa famille sont dans le collimateur du commissariat général aux questions juives, c'est une évidence. Fin 42, le frère d'Antoinette, Emery, a été arrêté par la Gestapo à Toulouse. Il a été interné à Bordeaux, conduit à la sortie de Bordeaux au camp de Mérignac et puis de là transféré à Drancy en attendant de partir pour Auschwitz.
Jean et Antoinette ne se sont jamais perdus de vue pendant ces 2 années. Ils ont changé d'hôtel très très souvent à Marseille, des petits hôtels de fortune qui étaient bien loin du confort et même du luxe qu'ils avaient pu connaître avant la guerre. Ils ont même inauguré une galerie de peinture au début de l'année à Nice. Ça, c'était un moyen pour Jean Moulin de justifier ses incessants déplacements à Lyon et à Paris. Il fallait bien qu'il ait une raison de faire ces voyages. Donc, revenons au 7 avril 1943. Antoinette est inquiète pour Jean, un vieil et fidèle ami et adjoint de Jean Moulin. Henri Manhès a été arrêté, il sera déporté plus tard à Buchenwald. Jean est désormais le résistant, on peut le dire, le plus recherché. Tout le monde lui conseille de partir le plus vite possible à l'étranger. Ce 7 avril à 19h, Antoinette a prévu de dîner avec lui. Elle arrive la première au restaurant chez Rose. Il n'y a pas beaucoup de clients, il y a quand même une table nombreuse et brillante. Elle repère 2 tables vides, donc elle s'installe à l'une. Et puis, elle fait en sorte que celle d'à côté soit prête pour le moment où Jean doit arriver. Il arrive, il scrute la salle avant de s'asseoir. Vous savez, ce sont des réflexes qu'avaient acquis ces résistants qui passaient leur temps à constamment regarder toujours. C'est vraiment, il fallait se garder de tout péril en permanence, tout observer, tout scruter. Antoinette commande une escalope de veau et des pommes de terre, c'est quand même très précis. Il est 19h40, soudain une voix résonne dans le dos de l'ancien préfet. « Police !» Jean Moulin blêmit, toutes les issues du restaurant sont bouclées. Un milicien de grande taille se dirige droit sur Antoinette. Elle le regarde sans ciller, elle n'est pas du genre à se laisser impressionner aussi facilement. Elle se lève pour lui faire face, elle tourne habilement sa chaise vers la droite pour isoler, pour s'isoler de Moulin, si vous voulez. Elle tend sa carte d'identité au nom de Jacqueline Dunant. Et pendant ce temps, les miliciens, les policiers mettent le restaurant à sac, littéralement, ils fouillent partout. Faut imaginer qu'on jette les bouteilles au sol, etc. Les clients sont arrêtés. On rend à Antoinette sa carte d'identité. Le milicien, désormais, s'intéresse aux assiettes d'Antoinette et Jean, à leur commande de viande. Antoinette comprend que la table bruyante à côté d'elle n'était pas composée d'étudiants, comme on aurait pu le penser, mais de miliciens. Alors elle réplique sans broncher, on ne m'a servi que des pommes de terre. Et c'est vrai que dans l'assiette, il n'y a pas d'escalope, parce que lorsque la porte du restaurant s'est ouverte, Antoinette a balancé l'escalope le plus loin possible. Elle a fini par atterrir sur une banquette. La conversation s'envenime, mais pendant ce temps, Moulin déleste ses poches de leur contenu compromettant quand soudain un homme dit « C'est à moi qu'on a servi de la viande ». Cet homme se lève, il exhibe sa carte, c'est un commissaire de police, et là, Antoinette et Jean sont sauvés. Pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas avoir de viande dans son assiette ? Eh bien, c'est une question que nous allons démêler très, très vite avec Pierre Péan. Le lendemain matin, avant 7h, le couple se sépare, chacun prend un train, Jean quitte Antoinette sans se retourner. Est-ce qu'à ce moment-là, ils peuvent imaginer qu'ils ne se reverront jamais ? Les dernières nouvelles qu'Antoinette aura de Jean Moulin viendront d'un télégramme. Moulin propose de la rencontrer dans les premiers jours de juin, seulement ils ne se reverront pas. « Je suis un mort en sursis depuis le 17 juin 40, avait lancé Moulin à l'un de ses amis résistants. Et cette sorte de prophétie allait se révéler exacte quelques jours plus tard. Évidemment, Antoinette apprendra exactement les circonstances de l'arrestation et de la mort de Jean Moulin. Elle pourra entretenir, si je puis dire, sa mémoire jusqu'à sa mort en 1986, car Antoinette Saxe est morte à l'âge de 90 ans. Elle dira « Je me révolte à la pensée que tout est fini, que cette intelligence profonde, nuancée, cet homme dans la force de l'âge, si bien vivant, si gamin parfois, si délicat, si artiste, ce courage, cette droiture, cet héroïsme, tout cela n'est plus que cendre. » Bonjour Pierre Péan. Bonjour. Nous allons avec vous achever cette histoire, si je puis dire, et puis revenir surtout sur tout un ensemble d'aspects que j'ai été, moi, obligé pour l'instant de laisser un peu de côté. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Dans l'histoire de la résistance en France, il y a Jean Moulin, bien sûr, et Antoinette Saxe. Vous venez de nous en parler. Franck Ferrand, vous recevez aujourd'hui Pierre Péan, enquêteur et auteur de Jean Moulin, l'ultime mystère, avec Laurent Ducastel, paru chez Albin Michel. Vous savez qu'en grec, historia, ça signifie enquête. Et c'est vrai que ce sont toujours des enquêtes extraordinaires que nous offre Pierre Péan, qui me disait, juste avant que le micro ne s'ouvre, qui me disait, je pense que sans Antoinette, il n'y avait pas de Jean Moulin. On peut dire ça à ce point-là ? À ce point-là, parce que compte tenu des batailles qu'il y avait eu à l'intérieur de la résistance, on ne s'est pas empressé beaucoup ni de tenter de le sauver, ni de perpétuer sa mémoire. Et si on ajoute qu'il était quelqu'un de gauche dans les batailles de l'époque, eh bien, je crois que Jean Moulin serait passé dans la trappe et il n'y aurait plus de Jean Moulin aujourd'hui. Que lui a-t-elle offert et que lui a-t-elle permis ? Pourquoi cette importance centrale dans l'histoire de Jean Moulin ? Je pense que c'est elle qui est essentielle. C'est-à-dire qu'elle a fait de Moulin toute sa vie, je dirais même son fantasme. Parce qu'elle passe 43 années de sa vie à ne faire que ça. C'est-à-dire à mener d'abord l'enquête. C'est elle qui est la principale enquêtrice dans Caluire. Elle trouve les documents, elle les renvoie vers le juge. C'est-à-dire que la force de l'amour, en quelque sorte, l'a amenée à faire connaître les différentes actions, qui étaient des actions très secrètes de feu Jean Moulin. Alors, amour, j'ai l'impression même qu'après sa mort, cet amour devient plus fort, il est plus fantasmé, elle dessine sans arrêt son corps, elle augmente son amour, et je pense, et donc elle mène une enquête, elle trouve énormément de choses, et puis pour dire à quel point, c'est-à-dire encore en 1978, elle a 80 ans à peu près, elle trouve encore une pièce complètement... Essentielle. Comment ? Essentiel, qui raconte un témoin de Caluire, qui raconte de comment ça s'est passé. Barbie le traite Moulin de chien et qu'il le finira à Paris s'il le faut. Et donc elle trouve sans arrêt des choses nouvelles. Et la chose la plus importante, c'est dire juste avant de mourir, elle va léguer sa fortune à la mairie de Paris, à charge pour la mairie de Paris de pérenniser sa mémoire et de créer un musée Jean Moulin. Autrement dit, toute sa vie, c'est-à-dire depuis 1936, elle n'a qu'une chose en tête, Moulin. Alors, nous allons revenir à leur rencontre et revivre un peu cette aventure avec vous, bien entendu, Pierre Péan. Un mot peut-être de cette dernière entrevue. On était en avril 1943 à Lyon. Il dîne dans un restaurant. Ce genre de descente de police, c'était fréquent ? C'était très fréquent. Et l'histoire de l'escalope, elle est intéressante parce que pourquoi elle jette sous la table ? Parce qu'elle sait bien qu'elle ne va pas pouvoir justifier. Donc l'escalope est très probablement marché noir. Et donc, ce serait une occasion donc pour les miliciens de l'arrêter. Et à partir du moment où elle est arrêtée, tout est mort. C'est-à-dire que quand on est dans la résistance, et alors dans son cas, non seulement elle est résistante, mais elle est juive, on l'a bien compris, avec une fausse identité, etc., il ne faut surtout pas se faire arrêter sous quelque prétexte que ce soit, y compris pour un prétexte banal, si je puis dire, comme celui du trafic ou du marché noir. Ce qui m'a passionné aussi dans l'enquête, c'est que et je ne peux pas répondre à la question, est-ce que Moulin savait à quel point Antoinette était traquée ? Parce que dès le début 42, le commissariat général aux questions juives recherche elle et ses frères et sœurs. Et donc, elle a un certificat de non-appartenance à la race juive. Ça tient à un certain moment. Mais dès juin 1942, il y a la police aux questions juives de Toulouse qui fait un rapport qui est le début de tout. Donc dès juin. Autrement dit, bien avant Caluire. Autrement dit, dès cette époque-là, en fait, Jean Moulin avait une grenade dégoupillée à ses côtés. Mais bien sûr. Et est-ce qu'il aurait maintenu, est-ce qu'il aurait continué cette liaison s'il avait su à quel point elle était en danger et dangereuse? C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre. Et non, bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, il savait qu'elle était juive.
Bien Donc, sûr. mais c'est probablement pas à ce point traqué par le commissariat. Et donc pour tout ça, donc ça s'accélère. Et en octobre 42, c'est un arrêté signé Darquier de Pellepoix, qui va petit à petit. Ça remonte très haut, comme on dit. Hein. Ça remonte très haut. Oui. Alors, ils s'étaient rencontrés en 1936, je l'ai dit. Elle n'avait somme toute pas grand-chose pour séduire Jean Moulin. Si. Elle avait même l'essentiel. C'est-à-dire que on présente Jean Moulin comme le préfet jacobin très dur. C'est ça, c'est l'image que j'en avais jusqu'à ce livre. Et il a été très dur pour unifier les mouvements, et donc ce qui explique pourquoi, sur la fin de sa vie, il était un homme seul et complètement repoussé, contesté, et contesté. Mais il y a un aspect, c'est ça qui est fascinant aussi chez Jean Moulin, c'est-à-dire qu'il est extraordinairement cloisonné. Fonctionnaire formidable dans la journée, très très pointilleux, très. Et puis, mais la nuit il change. La nuit il change et il devient romanin. Romanin, c'est-à-dire lui-même. Qu'est-ce que c'est romanin ? Il faut que vous expliquiquiez ça. Eh bien, il a pris ce nom j'allais dire de plume, ce nom de crayon et ce nom de peinture. C'est un pseudonyme, on va dire. Un pseudonyme, en référence à un château du Moyen-Âge qui était donc chez lui, Saint-Andiol, où il a rêvé dans sa jeunesse. Et donc, son rêve probablement de Moulin, peut-être au-dessus de ce qu'il a fait, c'était devenir un artiste peintre. Et donc, avant la rencontre avec Antoinette, il rencontre des peintres, il devient ami de certains peintres, il devient un grand collectionneur d'art, il s'y connaît beaucoup, et il est, même chose, admirateur de Tristan Corbière. Donc c'est tout un aspect, fréquente évidemment Montparnasse, avec les Nuits folles, et donc la rencontre, en fait, elle est logique, c'est tout un pan de sa personnalité c'est le pan le plus secret de sa personne. Absolument. Qui se trouve en quelque sorte magnifié par cette rencontre et par cette femme peintre. Qu'est-ce qu'on a gardé de son œuvre d'Antoinette? Pas grand-chose, il y a pas grand-chose d'Antoinette. Il y a aussi quelque chose de Jean Moulin, il y a les eaux fortes, par exemple, d'un poème de Tristan Corbière, et puis évidemment des dessins. Est-ce qu'on peut dire que dans cet ouvrage, vous nous montrez un Jean Moulin différent parce qu'il est vu à travers les yeux de cette femme, justement? C'est en tout cas l'objectif que nous avions, c'est-à-dire Moulin par les yeux d'une femme. Et donc évidemment, il y a un décalage du regard, et généralement on voit Moulin par le BCRA, par Londres. Avec tout ce qu'il a fait, donc ça c'est connu. Mais par contre, si on prend les yeux d'Antoinette, alors on voit des personnages qui sont un peu oubliés. Je pense à Henri Manès, je pense à Pierre Meunier, à Robert Chambéron, qui ont été détestés à Londres de façon incroyable. Et donc là, ça permet de raconter que l'ami de Moulin, qui est Henri Manès, c'est un personnage extraordinaire, qui a été croix de feu, qui a fait une guerre de 14-18 formidable, qui devient croix de feu, mais qui croix de feu, c'est-à-dire dans les ligues à l'extrême droite. À l'extrême droite, et qui devient à gauche au moment de la guerre d'Espagne, et devient un grand éditeur, et devient un type extraordinairement proche de Moulin. Et d'Antoinette, qui faisait fantasmer Moulin, parce que quand il racontait tous ces faits de guerre et tous ces faits de résistance en Espagne. Est-ce qu'il constituait un couple au sens propre ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là, Jean et Antoinette ? C'était, je pense, une relation compliquée. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été amants, mais je ne pense pas que c'était ça le nœud de leur relation. Je pense que je penche plutôt pour amitié amoureuse, avec peut-être quelques moments, puisqu'elle raconte, elle, dans ses mémoires, dans ses carnets, quand ils se rencontrent dans le Midi, eh bien, ils sont toujours dans le même lit. Donc, oui. Voilà. Donc ça, au moins ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont sûres, et grâce à ce personnage d'Antoinette Saxe, on va essayer de cerner des aspects moins connus de la personnalité de Jean Moulin. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et cet après-midi, c'est Jean Moulin qui est au cœur de l'histoire jusqu'à 15h sur Europe 1. Grâce à votre invité, Franck Ferrand, Pierre Péan, enquêteur et auteur de Jean Moulin, l'ultime mystère avec Laurent Ducastel, paru chez Albin Michel. Nous découvrons aussi des aspects moins connus de la personnalité de Jean Moulin. Alors justement, ce Jean Moulin, et ça ne m'étonne pas, suscite beaucoup de questions de nos auditeurs qui systématiquement reviennent sur son rôle, sur l'ambivalence du personnage, sur les mystères qui l'entourent bien entendu et sur ceux qui entourent son arrestation à Caluire. Bon, ça n'est pas tout à fait l'objet de cette émission, mais on va y venir avec vous Pierre Péan, on ne va pas pouvoir y échapper naturellement. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous avez apporté à la connaissance de cette époque et de ce milieu, de Moulin et de son entourage. Votre premier livre en 98 sur le sujet s'appelait « Vie et mort » au pluriel de Jean Moulin, élément d'une biographie. Et là, quand même, vous aviez fait entrer, si je puis dire, sous les feux de l'historiographie un certain nombre de figures oubliées. Absolument. Donc, j'ai grossi. Enfin, il me semble, quand c'est intéressant de connaître quelqu'un par les gens qu'il fréquente. Et donc, j'ai, je crois pour la première fois, parlé notamment de Louis d'Olivet, voilà. Un personnage assez incroyable, avec des liens avec Moscou, c'est évident, et qui a fasciné aussi Moulin. Mais j'ai eu aussi, je crois que j'étais le premier à parler de Gaston Cousin. Comme c'était la période de la guerre d'Espagne, il n'y a pas de papier. Hein, et les historiens n'aiment pas ça. Et justement, c'est toute la question des archives. Absolument. Alors, vous avez été au cœur de tous ces débats il y a 15 ans maintenant, mais c'est vrai que ces archives posent problème, car elles sont en partie lacunaires. Elles sont très lacunaires, sur la guerre d'Espagne. Et donc Gaston Cousin, que j'ai eu la chance de rencontrer, et qui a fait des très très longues interviews, mais il n'y a pas en écrit. Donc pour les historiens, c'est un vrai problème. Or, il était essentiel. C'est lui qui a monté avec Jean Moulin un appareil clandestin à l'intérieur de l'appareil d'État. Et donc, ça n'existe pas en papier. Et donc, voilà, donc les historiens aiment pas ça. Alors, le deuxième ouvrage était sur Lydie Bastien. Alors ça fait beaucoup de bruit aussi. Lydie Bastien, moi, ce qui m'a intéressé dans Lydie Bastien, c'était le regard d'une femme. Mais celle-là, le mâle. Ah oui, c'était pas du tout un regard bienveillant, là. C'est elle qui est la traîtresse. Ça s'appelait La Diabolique de Caluire. La Diabolique de Caluire, c'est la traîtresse. C'est elle qui a mis la main sur René Hardy, qui pour moi donc est le principal responsable de l'arrestation de Caluire. Mais Lydie Bastien, appelée Béatrice pas dans la Résistance, dans ses liens avec justement des officines pas claires, elle joue un rôle essentiel dans la mort de Moulin. Et donc c'est pour ça qu'il m'intéressait de reprendre avec Antoinette Sac, qui était les yeux positifs de Jean Moulin, et qui permettait de prendre un parti pris différent et d'avoir un éclairage différent sur ce personnage. Ce qui est certain, c'est que ce troisième ouvrage, qui s'appelle Jean Moulin, l'ultime mystère, que vous avez coécrit avec Laurent Ducastel, est un ouvrage qui humanise considérablement la figure de Jean Moulin. On est loin du célèbre discours de Malraux, là. On est dans quelque chose Et on est loin au fil du temps des lycées, des avenues, qui fiche complètement le personnage. Donc j'ai effectivement le voir près d'une femme, le revoir palpiter. Exactement. Vous dites près d'une femme, près d'autres femmes aussi. Plusieurs auditeurs nous demandent quels sont ces autres liens. Notamment, on parle d'une certaine Gilberte à Paris. Il a été, je crois, aussi très amoureux de Gilberte Riedlinger. Et quand il venait à Paris, il descendait souvent chez elle. Et puis, ça a été un de ses drames aussi, parce qu'elle l'a abandonné. Elle en a eu marre d'abord de ne pas le voir. Et puis ensuite, de voir quelqu'un qui risquait, la résistance était plus importante qu'elle. Mais il y a aussi encore une autre. Oui. Mais même si je ne crois pas que ce soit concrétisé, mais il y avait Colette Ponce. Et donc, et avec une rivalité extraordinaire entre Antoinette et Colette Ponce, puisque toutes les deux se sont occupées de la création de la galerie Romanin.
La fameuse galerie qui servait de couverture en quelque sorte. De couverture. Est-ce que cette Antoinette avait de son côté une vie libre? Je crois qu'on peut le dire. Ça, pour être libre, elle était libre. Déjà avant la guerre, il est clair qu'elle attirée par les hommes de pouvoir de gauche. Et plus précisément radicale ou radicale socialiste, elle ne couche pas ailleurs. et après la guerre, donc alors il y a surtout Paul Géraldy. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le poète de l'amour. Hein, donc et il a des mots extraordinaires sur Antoinette. Hein. Et après la guerre, donc je crois qu'Antoinette, pendant la période de la guerre, je ne vois rien. Enfin, en tout cas, dans ses carnets, il n'y a rien en dehors de Jean Moulin. Et puis quand elle revient donc en septembre 1944, alors là, elle va reprendre sa vie libre et elle va coucher Moulin. C'est-à-dire qu'elle va aller avec des amis de Moulin, et notamment Georges Boris et André Manuel, en les montant en plus l'un contre l'autre. Donc Georges Boris, c'est pas n'importe qui. Ça a été le principal collaborateur de Mendès France. Et donc, elle a gardé toutes ses lettres, et toutes ses lettres sont au musée Jean Moulin. C'est extraordinaire. On voit comment Antoinette le fait marcher jusque sur son lit de mort. Hein. Et puis, elle n'a pas eu... Ce qui surprend aussi beaucoup de gens, et il y a beaucoup de gens qui vont l'apprendre dans le livre, c'est qu'Alexandre Parodi, hein, et Alexandre Parodi, personnage très, très strict, très grand gaulliste, ça, je pense que ce livre va surprendre. Figure tutélaire, quasiment statut du commandeur. Statut du commandeur. Mais à son tableau de chasse, il y a eu Joseph-Paul Boncourt. Et donc, on trouve une lettre de Joseph-Paul Boncourt dans les archives où il a 78 ans. Il passe devant le 133 rue de l'Université, qui est le logement de le très bel appartement d'Antoinette. Et il dit, à 78 ans, mon cœur a battu en ça. Et donc, j'aimerais vous revoir. 78 ans. Extraordinaire. Et c'était pourtant Comment une expliquer histoire... qu'on n'en ait pas davantage parlé de cette Antoinette Saxe? Elle posait problème. Et elle pose problème. Mais c'est-à-dire les historiens... D'abord, elle avait un côté sulfureuse. Elle avait un côté un peu excentrique, un peu libre, etc. Et donc, pour les gens... C'est vu de Londres, comme ça. Au fond, l'histoire, c'est écrit vu de Londres. Et Antoinette n'était pas dans ce circuit-là. En fait, on ne savait pas. Hein, on ne savait pas exactement qui elle était, ce qu'elle faisait. Alors justement, sortons un tout petit peu de ce cadre et de ce prisme, celui d'Antoinette, pour découvrir Jean Moulin. Nos auditeurs veulent savoir évidemment quoi penser de cette figure tellement complexe de Jean Moulin, sur laquelle vous avez beaucoup écrit. On a fait nous-mêmes ici de nombreuses émissions, on en a fait avec Daniel Cordier, on en a fait beaucoup, notamment à propos, et on peut peut-être y venir d'ailleurs tout de suite, c'est fondamental, de ces liens avec Pierre Brossolette, de cette espèce de débat. On peut peut-être resituer ce débat essentiel. Ils avaient tout pour être des amis, oui. Ils étaient exactement la même formation, hein, l'un plus brillant que l'autre, hein, Brossolette... Grand intellectuel, ce qui n'était pas le cas de Jean Moulin. De Moulin. Mais enfin, ils appartenaient ils avaient les mêmes racines. Oui, bien sûr. Et pendant la guerre, Brossolette donc va se retrouver à Londres et il va petit à petit avoir deux conceptions complètement différentes qui sont toutes les deux respectables. Et notamment, il y a deux choses, ils vont s'opposer à propos du Conseil de la Résistance, devenu Conseil national de la Résistance. Pour Brossolette et beaucoup de chefs de mouvements de résistance, il n'était pas question de réintroduire dans la mécanique les anciens partis, les syndicalistes, etc. Il fallait changer la société, il fallait aller vers autre chose. Estimant qu'ils étaient largement responsables de la défaite. Ce qui était arrivé, oui. Et donc, ça c'était donc pour le Conseil de la Résistance, eh bien, il y a eu une opposition farouche. Et pourtant, ça a été essentiel pour le général de Gaulle. Il a gagné sa légitimité dans le combat contre Giraud, soutenu par Roosevelt et Churchill. Il l'a gagné par l'existence de ce conseil, le Conseil de la Résistance, qui montrait qu'il avait la France, en tout cas une partie de la France, derrière lui. Donc, des conceptions différentes, et aussi des ambitions contradictoires. C'est-à-dire que Brossolette voulait prendre la responsabilité de la zone occupée.
Et alors que Jean Moulin, sans prévenir Londres, avait installé un de ses amis les plus proches, Henri Manès, à ce poste. Et donc, il va y avoir un conflit extraordinairement dur. Mais on ne peut pas imaginer donc, une bataille avenue des Ternes, alors qu'il y a autour des Allemands, ils vont s'injurier à un point extraordinaire. Donc, et on peut... Mais néanmoins, ce sont été deux grandes figures de la résistance, mais avec des objectifs, des ambitions différentes. Il faudrait revenir sur le cabinet de Pierre Cotte, sur les liens de Jean Moulin avec les différents partis. Il faudrait revenir bien sûr sur l'arrestation de Caluire et sur ce que l'on sait maintenant définitivement de toute cette affaire. Ce n'est plus l'heure, malheureusement, Pierre Péan, mais nous aurons peut-être d'autres occasions de parler de Jean Moulin, de cette époque passionnante. Je rappelle que l'ouvrage que vous venez d'écrire avec Laurent Ducastel s'appelle « Jean Moulin, l'ultime mystère », que c'est un Jean Moulin vu par les yeux d'Antoinette Saxe, personnage méconnu, passionnant. C'est édité chez Albin Michel. Merci infiniment. Europe 1, au cœur de l'histoire. Dans un instant, Franck Ferrand vous répondra à la question de Ludovic qui va en savoir plus sur l'origine du terme. 88 à l'instant sur Europe 1, un souvenir signé Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est une question de Ludovic via le site internet europe1.fr. Il voudrait savoir quelles sont les origines du mot Olybrius. Ce sont des origines tout à fait historiques. Ça vient d'un sénateur romain qui s'appelait Anicius Olybrius, donc, et qui avait épousé Galla Placidia. Rappelez-vous, Galla Placidia, on en a parlé dans une émission l'année dernière à propos de la chute de l'Empire romain. C'était la fille de l'empereur Valentinien III. On est vraiment à la toute fin de l'époque romaine. Hein. Et au moment du second sac de Rome, on est là en 455, ce sont les Vandales qui vont mettre Rome à sac. Olybrius est emmené par le roi des Vandales, qui s'appelle Genséric. Il est emmené comme otage. Il sera libéré en 462 et à ce moment-là, avec son épouse, il part pour Constantinople. Alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la succession des différents empereurs romains dans une époque où Rome est en train de s'effondrer de toute façon complètement, mais sachez que c'est le général Ristimer, qui était le général en chef des armées romaines d'Occident, qui va proclamer Olybrius empereur de Rome en 472. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. En 472, il reste 4 années à vivre pour l'Empire romain. D'ailleurs, Olybrius n'a pas brillé ni par sa présence, ni par ses décisions. C'est un règne totalement en trompe-l'œil, il ne se passe rien. Et donc, un Olybrius, au sens propre, ça veut dire un individu insignifiant, tout simplement. Une espèce de personnage plutôt sot et sans importance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le terme a changé un peu de signification et qu'aujourd'hui, un Olybrius, ça voudrait plutôt dire un personnage un peu extravagant. Il y a eu un glissement de sens lié, à mon avis, tout simplement au caractère exotique du nom. Merci beaucoup, Anissa. Nous nous retrouvons demain. À demain, c'était Franck Ferrand sur Europe.